Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solellac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons parler de ciblage client. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Laurie Benoît-Gonin, chargée de marketing et communication pour la société d'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de Risoul. Bonjour Laurie. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors pour faire short and sweet, Armelle, est-ce que tu peux nous parler de ciblage client, s'il te plaît ? Avec plaisir, Ariane. Alors, une cible en marketing, c'est un ensemble d'acheteurs ou d'acteurs potentiels que l'on cherche à conquérir et ou éventuellement à fidéliser par des actions de mise en marché. Quand on fait bien les choses, cet ensemble d'acheteurs et de prospects a fait en amont l'objet d'une politique de ciblage qui fait appel à une segmentation. Ainsi, on détermine là ou les catégories de consommateurs auxquels un produit, un service, éventuellement une destination touristique est destiné. C'est sur cette ou ces cibles que la marque va concentrer ses efforts de communication et de commercialisation afin d'éviter de faire des dépenses marketing inutiles. Identifier votre ou vos clientèles cibles doit donc être l'une de vos préoccupations majeures lorsque vous souhaitez mettre en marché un produit, un service ou un territoire. En effet, l'acte d'achat d'un consommateur repose sur la réponse à un besoin ou la résolution d'un problème. Ainsi, si vous pensez que vos produits, vos services ou votre territoire s'adressent à tout le monde, eh bien, vous vous trompez. Et j'ai souvent l'habitude d'entendre des directeurs d'office de tourisme me dire avec tout enthousiasme « Nous, nos clients, c'est les familles ». Sauf que une famille monoparentale, comme un père célibataire avec son enfant de 4 ans, n'a absolument pas les mêmes besoins et attentes qu'une famille recomposée avec 2 adultes et 5 enfants allant de 6 à 14 ans, par exemple. Or, dans les 2 cas, ce sont des familles. Il faut donc être très précis dans son ciblage. Alors, cibler vos clientèles, eh bien, ça vous permet d'éviter de vous focaliser sur des segments à faible potentiel de rentabilité ou d'engager des campagnes publicitaires ou d'emailing qui viseraient à côté. Il faut donc viser 2 objectifs, séduire et fidéliser votre clientèle cible pour assurer la pérennité de votre activité. Merci pour cette explication de ciblage avec de belles métaphores, Armelle. Laurie, nous sommes ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel, académique, jusqu'à aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait mes études dans une école de commerce, comme beaucoup de personnes, avec un fort accent sur l'international. J'étais à Lyon, à l'INSEC. Et suite à ces études, j'ai intégré le cluster montagne. Donc, le cluster montagne, c'est le réseau des acteurs de l'aménagement de la montagne, une association qui regroupe des grandes et des petites entreprises, que ça soit des aménageurs comme Poma ou MND Group ou des bureaux d'études ou des agences de conseil. Et donc voilà, donc pendant 5 ans, j'ai été au cluster montagne. Je m'étais en charge en fait de la partie événementielle, donc d'accompagner les entreprises sur des salons à l'international.
Donc l'objectif, en fait, c'était d'aller conquérir des marchés en équipe de France, au lieu que les entreprises y aillent chacune de leur côté, et d'être présent sur ces événements avec les couleurs du bleu, blanc, rouge, et évidemment de promouvoir cette belle expertise française de la montagne. Donc pour moi, ça a été une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis, voilà, d'apprendre à connaître ce marché de la montagne, pas seulement en France, mais aussi à l'international, et puis aussi à travers donc toutes ces entreprises qui sont finalement les fournisseurs des stations de ski. Donc j'ai pu comme ça voyager dans pas mal de destinations plutôt sympas et apprendre, voilà, enfin vraiment beaucoup de choses sur ce marché-là, de voir que finalement les fonctionnements sont quand même très différents d'un pays à l'autre. Quand je vois par exemple la Chine, ça y est, qui va avoir ses Jeux Olympiques qui vont démarrer cet hiver. Moi, c'était mes premiers événements avec le cluster quand les entreprises justement allaient conquérir ce marché-là. Et donc suite à malgré, je dirais, ces 5 années au cluster et de voyage, j'avais quand même une grande envie quand même de toujours parcourir un petit peu la planète. Et donc, j'ai pris une année sabbatique et j'ai fait 1 an au Canada où j'ai réalisé donc 6 mois à Whistler et ensuite 6 mois à Vancouver. Plutôt l'inverse, en fait. 6 mois à Vancouver et ensuite 6 mois à Whistler. Et avec un objectif principal, ben voilà, de découverte, de voyage, mais aussi d'expérimenter la vie à l'étranger, voir d'autres modes de vie, d'autres fonctionnements, d'autres lois, on va dire. Et je suis restée 1 an là-bas. C'était une super belle expérience. J'ai eu l'occasion notamment de travailler pour des grands noms du ski français, notamment Vail Resort. Alors pas avec un poste très important, mais quand même, ça permet de voir comment ça se passe dans les coulisses de d'autres stations. Donc c'était intéressant. Et puis pour moi, ça a été assez déterminant parce que quand je suis rentrée en France et que j'ai repris mon poste à Chambéry, au sein du cluster, je me suis rendu compte que en fait le terrain de jeu que j'avais à Whistler, il m'apportait énormément, que ça me plaisait beaucoup. Je crois qu'on est dans Outdoor Minds, donc on a le droit de dire qu'on aime l'outdoor. Oui, on a le droit, c'est même préconisé. Donc voilà, je suis une grande férue de ski notamment, mais de vélo, enfin voilà, de plein de choses. Et donc voilà, après cette expérience au Canada, je me suis dit non, c'est pas possible que je reste à Chambéry. J'ai envie de retrouver ce terrain de jeu de là et de vivre en montagne. Et puis aussi j'avais finalement ce marché de la montagne, je l'avais appris à le connaître, mais c'est vrai que j'avais appris à le connaître un peu de loin depuis le cluster montagne. J'étais pas vraiment les mains dans le cambouis, quoi. Et donc je me suis dit bon bah là je fais un virage, je vais quitter le cluster et puis je vais partir en station. Et donc c'est là que j'ai eu l'opportunité de rejoindre donc Risoul Label Montagne en tant que chargée de communication et marketing. Donc là c'est la 4e saison que je travaille au sein de Risoul. Et voilà. Et donc c'est un poste qui est hyper intéressant parce que je travaille donc au sein du domaine skiable. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas du tout, enfin c'est différent en tout cas que travailler au sein d'un office du tourisme. Moi, quand je veux parler vulgairement, je dis que mon travail c'est de vendre des forfaits de ski finalement. Et c'est en ça que la mission est quand même très différente de l'office où on est vraiment sur de la promotion de territoire. Il y a des enjeux business qui sont pas les mêmes. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler du groupe Label Montagne qui Tempura et qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa proposition de valeur pour ses clients ou quelles sont ses valeurs? Alors le groupe Label Montagne, donc c'est un groupe qui, il faut savoir, il vient des Vosges. À la base, c'est une histoire familiale, hein, puisque voilà la famille Remy au départ qui gérait un hôtel, puis a repris les remontées mécaniques de la Bresse, puis petit à petit ensuite Jean-Yves Remy a repris l'exploitation de nombreux domaines skiables, donc une dizaine actuellement, donc qui sont situés à la fois
Donc effectivement, il y a la Bresse dans les Vosges, mais aussi en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Hautes-Alpes et en Italie avec Bardonecchia. Et tous ces domaines skiables sont des domaines skiables de moyenne taille, je dirais, avec dans l'idée de proposer plutôt du ski à un public familial globalement. Donc on est vraiment sur des produits où on propose du ski ludique, des pentes plutôt douces. On n'a pas une communication comme certaines stations qui vont vraiment faire la promotion d'un ski expert, engagé, etc. Nous, nos produits, c'est vraiment le côté ludique qui est accessible plutôt aux familles. Donc monoparental ou un couple avec 5 enfants aussi sont acceptés. Il faut qu'il y ait des enfants. Mais voilà, avec des enfants. Et bien sûr, même si c'est pas que notre cible première, en tout cas, c'est l'image que souhaite donner le groupe. C'est vraiment, voilà, les stations de ski pour les familles. Tu dis que le groupe Label Montagne traite surtout de stations moyennes, mais Risoul a un domaine qui est pas si petit que ça. C'est un domaine qui est relié. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors c'est vrai que Risoul fait partie des grands domaines skiables au sein du groupe, avec également Saint-François à Longchamp. Après bon, on n'est pas non plus sur des grands domaines comme la Compagnie des Alpes parlerait de Tignes ou de Val d'Isère, qui sont vraiment dans les plus grands domaines français. On est un petit peu en dessous. Pour Risoul, je pense que Risoul a quand même cette dimension très familiale et c'est un grand domaine, mais c'est une petite station en fait. Et c'est là-dessus que je pense qu'on peut effectivement parler d'un domaine de ski grand certes, mais au sein d'une station qui est pas si grande que ça. Et en plus entièrement piétonne, donc ça se prête super bien à des vacances en famille où voilà, les choses sont simples et sont facilement organisées, quoi. Et Laurie, en quoi le fait d'être adossé à un groupe tel que la Belle Montagne, justement, est un atout pour Risoul, pour en tout cas la société d'exploitation des remontées mécaniques de Risoul? Ou est-ce qu'à contrario, des fois, ça peut représenter une difficulté ou un frein d'être attaché à ce groupe ou à un groupe plus gros que ça? La première chose que je trouve que apporte le groupe, en tout cas, c'est cet échange interstation. Moi, personnellement, c'est ce qui m'apporte le plus, c'est que on peut partager notre expérience au sein des différents sites et du coup, vraiment aussi pouvoir apprendre les uns des autres, pouvoir tester certaines choses à un endroit et se dire ah ça a marché ailleurs. Et donc en cela, c'est pour moi en tout cas c'est une des principales forces du groupe. Mais c'est un échange des bonnes pratiques, c'est ça que vous mettez en place régulièrement? Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. Et après, c'est aussi du soutien en termes d'équipe où finalement il y a aussi toute une équipe support qui est là également pour nous aider dans nos missions quotidiennes pour mettre en place des nouvelles actions, pour avoir également ça nous permet de créer des synergies aussi au niveau des outils. On a un CRM, c'est le même pour tout le monde au sein du groupe. C'est un outil aujourd'hui où je suis pas sûre que si Risoul était une station, une SEM qui vivait que en îlot, on va dire, aurait pu se financer. Il y a une mutualisation des moyens qui doit être assez puissante au sein du groupe. Alors, fais-nous rêver un petit peu. À quoi ressemble ton quotidien professionnel? Est-ce que tu vas skier quasiment tous les jours ou est-ce que l'été tu pédales quasiment tous les jours? J'aimerais bien te dire oui. Je m'oblige à aller au moins une fois par semaine sur les pistes, clairement. Et c'est vrai que je pense qu'autant un community manager pourrait effectivement être tous les jours sur les pistes pour filmer, faire des photos, etc. Et ça, c'est vraiment leur job. Moi, mon job à moi, il est un peu plus large que ça. Et comme je m'occupe également, de
à la fois, certes, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi, voilà, toute la partie analyse des ventes, élaboration du plan de communication, mise en œuvre. Finalement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui doivent se passer au bureau. Et je n'ai pas toujours l'occasion, ou en tout cas le temps. Les occasions, je pense que je pourrais les trouver, mais c'est plutôt le temps qui manquerait pour vraiment aller skier tous les jours. Mais je pense que déjà une fois par semaine, je suis chanceuse de pouvoir dire que je suis un peu payée pour faire du ski. C'est déjà chouette. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et quels sont selon toi les plus gros challenges que tu dois relever? Dans mes missions actuelles, je dirais que, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la partie analyse marketing, donc de voir finalement quels produits fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, analyser les ventes, voir où est-ce que on doit plutôt rajouter nos efforts pour soit atteindre un objectif, soit plutôt aller chercher un nouveau marché. En tout cas, voilà, c'est plutôt cette partie analyse, je dirais, que je trouve intéressante. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable que tu as vécu depuis que tu es à ce poste? Au tout début, où je suis arrivée à Risoul, j'ai été très agréablement surprise par des clients en fait. Ils étaient venus en séjour et ils avaient été tirés au sort pour participer à une opération qu'on appelle Monde dans Madameuse. Donc c'est un peu le Graal des touristes qui viennent en séjour chez nous, je pense, mais aussi dans d'autres stations, où en fait, voilà, ils ont l'opportunité de partir 2 heures le soir avec l'un de nos dameurs pour découvrir le domaine skiable de nuit et découvrir les coulisses. Et donc ces clients-là avaient fait cette expérience et ils avaient été tellement ravis de partager ce moment-là avec notre équipe que suite à cela, ils étaient repartis et ils avaient envoyé une carte postale pour nous remercier simplement de ce moment-là. Et j'avais trouvé ça tellement à la fois gentil, improbable, enfin génial en fait, que j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et je me suis dit, c'est vrai que ces opérations où on invite les clients dans les coulisses des pistes, c'est des moments finalement qui, je pense, sont uniques, à la fois même pour nos équipes, parce que c'est quand même des moments agréables d'échange, et puis pour les clients, ils repartent vraiment avec un sourire, un souvenir, pardon, et peut-être un sourire aussi, indélébile de ces moments-là. Et donc c'est chouette de voir ça. Effectivement, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et si tu regardes ton parcours dans son ensemble, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Une des erreurs, je pense, que j'ai faites, en tout cas quand je suis arrivée à Risoul, c'est que je suis arrivée en fait en tout début de saison. Et je pense que j'avais vraiment l'envie de mettre en place plein de choses dès mon arrivée. Et ça, c'est quelque chose qu'avec le recul maintenant que j'ai d'avoir plusieurs saisons, je me rends compte que toutes les actions qu'on souhaite mettre en place, ça demande quand même beaucoup de temps, de prendre du recul, de l'analyse, etc. Et aussi, voilà, d'échanger avec les différents acteurs, parce que comme vous le savez, dans une station, il y a le domaine skiable, mais pour beaucoup de choses, on a besoin de travailler ensemble avec l'Office du tourisme, surtout sur les sujets, de communication, d'événementiel, ce genre de choses. Et, et donc, ouais, je pense que pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose que je me suis rendu compte après coup. Finalement, voilà, j'avais vraiment l'envie de tout de suite mettre plein de choses en place. Et ça, c'est des choses, il faut prendre le temps et avoir de la patience parce que il vaut mieux en tout cas préparer les choses en amont, quoi. Pendant la saison, c'est un temps tellement important qu'on n'a pas le temps de mettre des choses en place. Il faut que tout soit prêt avant. Il y a le temps court de la saison et le temps long de l'avant et l'après, en tout cas, des préparations. C'est ça. Et justement, à contrario, quelles sont, depuis que tu travailles, quelles ont été tes plus grandes fiertés, tes plus grandes satisfactions ou accomplissements même? Je pense que c'est plutôt au sein du cluster montagne où j'ai eu des moments
de fierté puis de reconnaissance. Je pense que ça va un peu de pair. Bon, je pense à des salons notamment interalpins où il y avait vraiment beaucoup d'entreprises qui étaient venues, qui avaient participé et où le salon c'était vraiment bien passé et où voilà, j'ai eu un moment de fierté quand comme c'était un de mes derniers salons en même temps et que on m'a un peu mise sur le devant de la scène pour me remercier. Je pense que ça c'était un moment fort où je me suis rendu compte que le travail que j'avais fait pendant ces années-là au cluster, il avait été apprécié. T'as été justement sur un poste aussi bien au cluster, mais maintenant à Risoul, enfin ces deux postes, ils t'ont permis d'observer notre industrie qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Selon toi, quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué? Alors, je pense que les attentes des clients, elles ont beaucoup changé. Euh, on est vraiment maintenant toutes les stations et la Belle Montagne, Risoul y compris, on sait qu'on n'est plus sur du tout ski et qu'il faut se réinventer, qu'il faut proposer d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels les stations, elles ont déjà beaucoup travaillé, hein. C'est clair, il faut continuer à le faire. Mais je pense que ça fait partie des grandes évolutions de cette décennie en tout cas. On parle du ski, mais on parle plus que du ski et on sait qu'il faut amener d'autres expériences pour faire rêver la clientèle. Et une autre évolution qui est très importante dans mon métier, c'est évidemment le digital. Parce que, comme tu l'as dit en introduction, Armelle, le digital, ça a révolutionné le ciblage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait, moi en tout cas, je fais quasiment que du marketing digital. Tout ce qu'on achète en achat publicitaire, c'est pour une grande partie sur le digital parce que ça nous permet, nous marketeurs, de tout savoir du résultat finalement de nos actions. Et c'est des outils formidables pour travailler. Et puis c'est également une autre manière de communiquer avec les clients parce que quand on sait à qui on s'adresse, on peut moduler le message et on peut être aussi beaucoup plus impactant. Et ça c'est génial aussi, quoi. Et à l'avenir, comment tu vois justement le futur de l'industrie du tourisme? Ou alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne? Comment tu le verrais se dessiner? Je pense qu'il y a un enjeu fort qui se dessine pour l'industrie du tourisme et pour toutes les industries de manière générale. Je pense que c'est le développement durable. C'est ça qui va, sur lequel en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour comment est-ce qu'on va réussir finalement aujourd'hui à continuer à proposer des destinations touristiques attractives avec on propose à monsieur tout le monde de découvrir la montagne et ça c'est absolument génial. Comment on continue à le faire mais avec des valeurs environnementales plus fortes que ce qui est en place actuellement. Et je pense en plus que ça va être un vrai moyen de faire la différence pour les stations. Je pense que ma génération et peut-être encore plus les générations à venir, elles vont commencer à choisir où elles vont en fonction aussi de l'engagement des destinations. Et aussi, elles vont être à la recherche de d'autres valeurs peut-être que ce qu'on prône aujourd'hui. C'est vrai que des fois, il y a un peu des contradictions entre on veut effectivement que tout le monde aille en montagne, aille en station. En même temps, il y a aussi, je pense, pour d'autres, une recherche plus d'authenticité, de nature. Donc, il va falloir trouver où mettre le curseur et je pense que c'est vraiment un réglage à faire qui est très fin et qui va pas être forcément évident à faire, mais qu'il va falloir faire. Et après, à chacune des destinations aussi, peut-être, à positionner le curseur en fonction de ses valeurs et de ce qu'elle souhaite apporter à sa clientèle.
Merci beaucoup Laurie Benoît-Gonin d'avoir été notre invitée. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que les attentes des clients ont beaucoup changé ces dernières années. Le tout ski, c'est fini, place désormais aux multi-activités en montagne, même en hiver. Le deuxième point, c'est que la digitalisation a révolutionné le travail des marketeurs, en particulier en matière de ciblage client et de création de messages impactants. Et enfin, le troisième point, c'est que le principal enjeu pour le secteur du tourisme, mais pas que, dans les prochaines années, porte sur le développement durable. C'est un véritable facteur concurrentiel et de différenciation pour la clientèle en montagne. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.